Bienvenue à tous. International reçoit ce dimanche Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Vous êtes député européen, coprésident du parti de gauche et je le rappelle, vous avez obtenu 11,1% à la présidentielle en France au premier tour. C'était le 22 avril, il y a à peu près un an. Alors avec vous Jean-Luc Mélenchon, on va parler de l'état de la France. Du front de gauche, dans la gauche, de la 6e République que vous appelez de vos voeux, de l'austérité en Europe, en France, en Europe, des paradis fiscaux, des suites de l'affaire Cahuzac, donc des manifestations aussi anti-mariage pour tous, encore aujourd'hui à Paris, à 48 heures du vote définitif de la loi à l'Assemblée nationale. Pour vous interroger avec moi, Bruno Darou, de Radio France Internationale. Bonsoir. Bonsoir. Et Raphaël Besse-Desmoulières, du journal Le Monde. Bonsoir. Alors d'abord, si vous le permettez, un bref retour sur votre engagement politique qui a culminé, évidemment, ce n'est pas une surprise, l'an dernier, avec l'élection présidentielle, on va la voir, avec Sandrine Gomez. Il monte sur le podium. Jean-Luc Mélenchon. Ce jour-là, en mars 2012, place de la Bastille, des drapeaux rouges par milliers. Galvanisé par la foule de ses partisans, Jean-Luc Mélenchon joue avec les symboles. Génie de la Bastille qui culmine sur cette place, nous voici de retour, le peuple des révolutions et des rébellions en France. Le candidat du front de gauche à la présidentielle, une bête de scène qui enchaîne les meetings et les salles combles. La personnalité, elle joue énormément, mais c'est les idées surtout. Ces idées, 100 milliards d'impôts supplémentaires pour les plus riches ou encore salaire minimum à 1 700 €. Son exercice favori, tirer à boulet rouge sur la finance mondiale, le patronat et l'extrême droite. Et si l'homme est en colère, son discours s'est radicalisé au fil des années. Notamment depuis son entrée au Sénat en 86. À 35 ans, conseiller général de l'Essonne, il devient le plus jeune sénateur de France dans les rangs socialistes. Et bientôt, un ardent défenseur du traité de Maastricht. Nous aurons une chose nouvelle et que moi j'estime formidable. Un pouvoir plus grand du Parlement européen, un pouvoir plus grand des instances démocratiques de la communauté européenne. Et donc, on commencera enfin à avoir un début d'Europe des citoyens. Ça, c'est ça la nouvelle frontière. Un soutien récompensé par son entrée au gouvernement Jospin. En 2000, il devient ministre délégué à l'enseignement professionnel sous l'autorité de Jacques Lang. Jean-Pierre Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, pardon. Pas deux fois. Oh, c'est un beau prénom aussi. C'est vrai. Après la défaite de Lionel Jospin en 2002, plus question de défendre l'Europe libérale. Il fait campagne contre le traité constitutionnel. La victoire du non en 2005 lui donne alors des ailes. 3 ans plus tard, il crée sa propre formation politique, le Parti de gauche. En 2009, Jean-Luc Mélenchon devient député européen. Prochaine étape, rallier les communistes et la gauche antilibérale. Paris réussit en 2012, mais le soir du premier tour, le front de gauche ne rassemble que 11,1% des suffrages, derrière l'extrême droite de Marine Le Pen, arrivée 3e. À la veille du second tour, fort de ses 4 millions d'électeurs, le mot d'ordre est clair. Sans rien demander en échange, le 6 mai pour battre Sarkozy. Nouvelle hausse d'impôts, restrictions budgétaires, compte caché en Suisse d'un ancien ministre. Depuis l'élection de François Hollande, pour le leader du front de gauche, le PS a une fois de plus déçu. Je me demande où s'arrête la chaîne du mensonge. Pour créer sa 6e République, Jean-Luc Mélenchon en appelle à manifester le 5 mai prochain. Craignant une garde à vue, il assure même avoir prévu son pyjama et sa brosse à dents. Alors Jean-Luc Mélenchon, on va revenir dans quelques instants sur la manifestation, cette manifestation que vous organisez le 5 mai prochain pour cette République, cette 6e République. Mais d'abord, ce dimanche à Paris, une nouvelle manifestation contre le mariage pour tous. Je le disais, la loi qui ouvre le mariage aux couples homosexuels sera définitivement adoptée mardi à l'Assemblée nationale. Le dernier mot sera donc au Parlement. Mais est-ce que la droite est dans son rôle en manifestant jusqu'au dernier jour pour obtenir l'annulation de cette loi ? Oui, ça c'est la démocratie, ce sont des points de vue contraires. Non mais ce point a une importance. C'est que souvent on a l'impression, pour certains, on dit le pays est divisé. Ben oui, il a toujours été. C'est la démocratie. Et la démocratie est faite non pas pour forcer la conviction, mais pour prendre une décision. La loi sera votée, et le lendemain, il y aura toujours des gens contre et des gens pour. Mais la loi s'appliquera. Moi j'ai accepté de respecter la loi lorsque la droite la faisait voter. Pourtant j'étais en désaccord en tout point. Donc je crois qu'elle est dans son rôle. Là où elle sort du rail, c'est quand elle court derrière les éléments les plus extrémistes de cette équipée qui se livre à des violences. L'UMP a été un peu ambigu sur ce mouvement, au départ laissant
un mouvement de société civile s'exprimer. Et là, ce dimanche, on a l'impression quand même qu'il y a une forme de récupération politique par l'UMP notamment. Oui, moi je crois que dans un premier temps, il se disait que la société française, ce qui est vrai, était mûre pour ce pas à franchir d'égalité civile. D'ailleurs, dans les sondages, les Français sont toujours favorables. Oui, hein. oui, mais ça ne m'étonne pas. Imaginez-vous que tout ça n'a rien d'exceptionnel. Il y a déjà plusieurs pays qui ont adopté ça, et y compris des pays de forte tradition catholique, comme c'est le cas, puisque le pape est argentin. L'Argentine a adopté le mariage pour tous, et bien d'autres choses d'ailleurs, hein, la liberté d'identité. Ce qui veut dire que, notamment, les personnes transsexuelles ou transgenres peuvent changer d'identité. Et c'est quoi en le problème de Argentine. la France alors? Alors, la France, c'est que c'est l'endroit où la grande dispute a lieu depuis 2 siècles. Entre ceux qui sont absolument convaincus, c'est mon cas, que les êtres humains naissent libres et égaux en droit, et ceux qui, depuis le début, se disent « mais ceci est une folie, ça n'existe pas ». L'égalité est une vue de l'esprit, il y a des petits, des grands, des gros, des hommes, des femmes, et ces différences-là sont indépassables. Si bien qu'on ne peut établir d'égalité qu'au prix d'une violence politique. Et cette violence politique provoque, c'est ce qu'a rappelé le monseigneur, je ne sais plus lequel, 23, si c'est Barbarin ou 23, qui a dit quand il y a une différence qui est niée, eh bien ça provoque une violence, et c'est cette violence qui est légitime puisqu'elle défendrait un ordre naturel. C'est un peu de la philosophie politique, mais en France, tout finit par de la philosophie politique et tout commence par de la philosophie. Et pour rebondir sur la question de Bruno, est-ce que c'est pas finalement une sorte de récupération de l'UMP et finalement la cible c'est François Hollande et c'est plus tellement le mariage pour tous? Alors pour l'UMP, je crois que dans un premier temps, je vous l'ai dit, ils étaient désorientés, persuadés que ça correspondait à une aspiration majoritaire de la société, et puis tout d'un coup ils ont vu qu'il y avait une aile marchande dans leur base sociale et culturelle qui était contre. Et là, ils se sont ralliés, ils courent derrière en quelque sorte. De la récupération, je ne crois pas que ce mouvement soit récupérable, parce que, comme beaucoup de mouvements de cette nature, il est extrêmement ample et très transparti. Je veux dire, des gens d'extrême droite, des gens de droite, des gens de rien du tout. Donc ils auront du mal. Mais ils ont choisi leur camp. Et je n'en suis pas surpris, parce que c'est le camp de l'inégalité. Hein. Par conséquent, c'est le vieux débat des Français. Tout ce que je crois, c'est qu'ils doivent maintenant marquer le holà. C'est-à-dire, la loi, quand elle est votée, sera appliquée. Alors, on peut en changer de la loi. C'est-à-dire que la droite peut annoncer, et j'attends qu'elle le fasse, sinon elle n'est pas crédible, qu'elle dise, voilà, quand nous reviendrons aux affaires, dirait la droite, nous abrogerons le droit au mariage pour tous. Enfin, ce serait peut-être pas la première fois qu'un mouvement de rue se poursuit après le vote au Parlement. Ça s'est déjà produit quelques fois dans le passé. Ça arrive, je ne sais pas à quoi vous vous référez, c'est possible, je ne vais pas dire le contraire, mais ce qui est important, c'est que on reste dans le cadre de la démocratie et pas de la violence. Parce que là, de quoi parlons-nous? Nous parlons d'agression quand même. C'est la première fois qu'on voit en France des sortes de pogroms contre les homosexuels, et il existe une grande peur parmi les homosexuels, parce qu'il y a eu des coups de donnés. Bon, un des résultats de tout ça, c'est que l'homophobie, elle a fait un retour en arrière de 20 ou 30 ans en France, là, on a l'impression. Peut-être qu'elle était latente, et puis après, nous avons aussi des reproches à nous faire à nous-mêmes, comment nous avons conduit les affaires. D'abord, les dirigeants socialistes ont conduit tout ça à reculons. Enfin, tout le monde se rappelle du président de la République. Vous trouvez qu'ils ont mal défendu le projet? Madame Taubira l'a fait d'une manière extraordinaire, mais extrêmement isolée. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est quand même le président de la République qui a trouvé cette bêtise à dire en début de campagne que la loi, les maires l'appliqueraient si en conscience. Alors bon, ils en étaient d'accord, ce qui est une aberration totale. La loi s'applique à tous et les officiers d'état civil sont priés de l'appliquer. Où est-ce qu'on va comme ça? Donc on a bien senti dès le début qu'il y avait une gêne, une sorte de difficulté à mobiliser. Puis je vais vous dire aussi une chose, si nous pouvons faire l'abolition de la peine de mort en 81, c'est parce que ce n'est pas le seul sujet qui est mis sur la table. C'est parce qu'il y a tout un environnement égalitaire, de politique de gauche, qui fait que c'est un des temps forts. Là, on a l'impression qu'il n'y a que ça, et que c'est donné comme une espèce d'os à ronger pour la gauche. Donc, en quelque sorte, il aura commis ce double exploit de donner le sentiment de ne pas lui-même être convaincu, et enfin d'isoler cette lutte de toutes les autres. On peut donc dire que ils n'ont pas rendu, les solfériniens n'ont pas rendu service à cette bataille. Les solfériniens, c'est le Parti socialiste, pour traduire. Pour ceux qui nous regardent en Argentine, c'est parce que je suis gêné de dire socialiste, parce que qu'est-ce que tout ça a de socialiste? Qu'est-ce que ça a de socialiste de faire passer en force l'accord du MEDEF? Je suis gêné d'attribuer ce mot de cette façon. Ça ne veut pas dire que des milliers de gens qui ont confiance dans le parti de Solferino ne sont pas eux-mêmes socialistes, je m'en garderai bien. C'est d'ailleurs à eux que je m'adresse, vous le savez. Situé rue de Solferino à Paris. Voilà, oui, pour ceux qui ne le sauraient pas. Voilà. Raphaël Besse. Justement, vous parliez des opposants au mariage pour tous. Ils appellent à manifester le 5 mai, le jour où vous-même appelez à manifester. Est-ce que vous craignez des débordements à ce moment-là?
J'espère que non. Il y aura, naturellement, les deux manifestations n'ont rien à voir. Vous savez, c'est une journée où il se passe des dizaines de choses le 5 mai. Hein. Donc, il paraît qu'il y aura d'autres manifestations en même temps que la nôtre. J'attends de voir, hein, parce que pour l'instant, il n'y a aucun parcours de manifestation déposé. Tout le monde a eu l'impression que, je ne sais plus comment s'appelle cette dame, qui est la porte-parole des ennemis du... Oui, mais c'est un pseudonyme, ça, elle porte un nom, comme tout le monde. Personne ne s'appelle Brigitte Bardot dans ce pays. Bon, enfin, je ne sais pas comment elle s'appelle. Cette dame a un petit peu, comment dire, été emportée par... et elle a dit qu'elle allait manifester le 5 mai. Ensuite, l'UMP a dit qu'ils allaient manifester le 5 mai. Mais tout ça est assez confus. On ne sait pas pourquoi elles vont manifester avec qui. Nous, on sait pourquoi. On y va pour la 6ème République, contre la finance et contre l'austérité. Ça m'étonnerait qu'ils viennent dans notre cortège. Pardon, mais si par hasard ils venaient, je crois qu'ils se tromperaient, parce que ce sont les partisans du mariage pour tous qui vont manifester là. Mais nous prendrons toutes les précautions pour éviter... Le moindre débordement, parce que ce n'est pas notre intérêt qu'il y en ait. Hein. Alors avant de parler de la manifestation du 5 mai, de votre projet de 6ème République, je voudrais d'abord vous poser une question sur les suites de l'affaire Cahuzac, du nom de ce ministre du Budget donc, qui avait un compte en Suisse, pour rappeler les choses. Le président français François Hollande a imposé une transparence sur le patrimoine des ministres. C'est probablement pas parfait, mais est-ce que c'est un pas dans la bonne direction? Non, c'est une fumisterie intégrale. Parce que ça ne réglera rien, tout le monde le sait. Parce qu'au lieu d'apaiser les tensions, ça n'a fait que l'exagérer. Et puis surtout, ça ne prouve rien. Je veux dire, M. Cahuzac, il avait fait une déclaration comme ministre. Il avait fait une déclaration. J'ai été ministre, on fait une déclaration. Et ne croyez pas que la commission qui s'en occupe déjà ne vérifie pas. Il vérifie, moi on m'a demandé... C'est cette espèce d'étalage public... Non mais ça, vous l'avez voulu, vous l'avez. Hein. Et moi, vous savez que je demande qu'on publie le patrimoine des dirigeants des grandes entreprises de presse et des principaux chefs de rubrique, parce que j'estime qu'ils jouent un rôle républicain qui est d'informer, et nous avons besoin d'avoir la certitude. Mais bien sûr. Mais Sauf que les journalistes ne sont pas des élus, au passage, mais... Non, mais ils ont une mission au moins aussi sacrée, qui est d'informer correctement, parce qu'il n'y a pas de république possible sans une... Eh bien oui. Non, mais je veux dire que de ma part, c'est aussi une manière de piquer, hein, parce que un temps, il y a eu une ambiance en France, pour ceux qui nous écoutent et qui ne le savent pas, absolument insupportable. Celui qui n'acceptait pas, séance tenante, de dire ce qu'il possédait, de le décrire, passait pour un suspect. Et j'ai eu droit à ce genre de numéro grotesque, parce que moi, je fais partie des quelques personnes dont le patrimoine est public depuis longtemps, au moins parce que j'ai participé à la campagne présidentielle. Mais il aura suffi que sur un plateau de télévision, par une sorte de dérision, moi, je n'étais pas venu pour parler de ça, j'interpelle le journaliste pour que le lendemain, on écrive partout que je ne voulais pas annoncer mon patrimoine. Et dans votre journal, il était écrit que je m'en tirais par une pirouette, le journal Le Monde. Donc on voit bien que c'était un guet-apens. Parce que quand quelqu'un fait avec humour, j'ai publié mon patrimoine en donnant mes mensurations et mes projets immobiliers, j'essaie de sortir de ça avec humour, on dit « Ah, il s'en tire !» Donc c'était bien le but. Le but était voyeuriste, destructeur et humiliant. Mais c'est pas le fond de l'affaire, c'est pas ça qu'on veut. Que veulent les Français? C'est votre lecture. Est-ce que Oui, en effet, c'est ma lecture, mais permettez que j'explique pourquoi c'est une fumisterie. Parce que le président de la République vous n'avez pas vraiment expliqué pourquoi c'est une fumisterie. Oui, je vais le dire maintenant. Le président de la République a inventé une loi des suspects. C'est-à-dire, c'est moi qu'on accuse de laisser entendre que tout le monde est pourri, mais c'est lui qui propose une loi qui part de l'idée que tous les élus sont suspects, donc on ne s'en sortira qu'en publiant leur patrimoine et blabla et blabla. Donc il prépare une loi sur la moralisation de la vie politique, qui prévoit donc que tous les parlementaires publient, comme les ministres, leur patrimoine, et en plus ils vont publier une liste une liste noire des professions qu'on ne pourra pas exercer en même temps qu'un mandat parlementaire. Quand on en est aux bêtises, il faut les faire toutes jusqu'au bout, mais c'est pas sérieux. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Enfin, c'est un vrai problème, ça. Il peut y avoir conflit d'intérêts entre un certain type de profession et le fait d'exercer un mandat public. Je le sais parce que, par exemple, dans la presse, chaque fois qu'une de vos collègues femmes s'avère être l'épouse ou la compagne d'un homme politique, vous poussez les grands cris et elle perd son emploi. Vous n'interrogez d'ailleurs jamais les hommes qui ont des compagnes qui, eux, ont des métiers qui peuvent porter à conflit d'intérêts. Non, mais avec moi, vous serez toujours servi. Hein. Donc, les métiers... Mais non, mais quels sont les métiers qui crée un conflit d'intérêts, s'il vous plaît, avec le fait de représenter la nation? Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire-là? Mais c'est pour ça que je vous dis, voyez... Donc il n'y en a pas, quoi. Écoutez-moi, vous et moi, on est en train de se disputer sur une bêtise. On se dispute pas. Non, on parle, on échange. Mais regardez, où est la bêtise? C'est qu'on va publier une liste de suspects qui sont, par définition, innocents, mais qu'on va garder secrète la liste des coupables, c'est-à-dire les gens qui ont un compte ouvert dans les paradis fiscaux, alors qu'on a cette liste. Au moins, la fameuse liste de 3000 noms, vous vous en souvenez, de la HSBS, je crois que c'était. HSBC, oui. Voilà.
Cela, on ne publie pas. Le président de la République dit, nous allons publier la liste des filiales qui devront dire ce qu'elles font dans les paradis fiscaux. Mais c'est une mauvaise plaisanterie. Quoi, vous accusez le gouvernement d'être un peu tartuffe dans cette affaire, finalement? Complètement, oui. C'est une tartufferie totale. C'est qu'on a donné en pâture les élus pour mieux protéger les intérêts de la finance et du beau monde, des belles personnes, des importants, dont le président de la République, avec une naïveté incroyable, continue à penser que s'il les cajole, s'il ne les brutalise pas, ils accepteront de prêter à la France à pas cher. C'est ça sa ligne, vous le savez comme moi. Donc je viens de vous le dire. Est-ce que c'est le rôle d'un président de la République de dire qu'il va publier la liste des banques qui ont des filiales dans les paradis fiscaux? Mais je lui donne la liste. Il y a 457 filiales de banques françaises dans les paradis fiscaux. 98% des sommes qui se trouvent dans les paradis fiscaux sont des sommes qui résultent du trafic des êtres humains, la prostitution, la drogue et l'argent volé au fisc. Donc c'est de l'argent criminel. Donc il faut interdire aux banques françaises d'avoir des filiales dans les paradis fiscaux. Ça, c'est une mesure. Si on veut publier des listes, on publie la liste des gens qui ont un compte là-dedans. Parce que tous, ou 98% d'entre eux, sont des voyous, des voleurs et des criminels. D'accord. Alors, pour revenir au problème lui-même, est-ce qu'en fait, certains disent, en fait, le problème, outre ce que vous avez dit, ce serait qu'il faudrait une instance de contrôle indépendante. D'abord, pas besoin de faire un étalage sur la place publique, puis il faudrait que ce soit contrôlé efficacement, la déclaration de patrimoine, qu'il puisse y avoir une instance qui contrôle. Moi, j'en suis tout à fait d'accord, d'autant qu'elle existe déjà. Donc, je suis consterné. Oui, apparemment, oui, bien sûr, elle existe déjà depuis 88, je crois, mais apparemment, elle a peu de pouvoir, cette instance. Écoutez, en tout cas, moi, elle a eu le pouvoir de me poser à 3 ou 4 reprises la question de savoir pourquoi j'avais un tel niveau d'épargne et de vérifier tel point et qui est-ce qui avait acheté tel de mes biens immobiliers. Donc, il ne faut pas dire que c'est une commission qui ne fait rien. J'en connais d'autres qui ne font rien. Le CSA ne fait pas grand-chose. La commission qui contrôle les sondages, elle ne fait rien du tout. C'est purement et simplement complice des donneurs d'ordre. Bon, mais là, c'est pas le cas. C'est quand même des gens qui font leur travail. Mais après, monsieur, c'est un travail de police judiciaire. Mais vous croyez que vous êtes dans quel pays, là? C'est pas une dictature. C'est pas quelqu'un dans un bureau dit « Oh, celui-là, je trouve une drôle de tête, je fais une enquête sur lui. » Il faut qu'il y ait des procédures judiciaires. Il faut que le fonctionnaire... Est-ce que vous savez que tous les fonctionnaires sont tenus de dénoncer les actes qui sont délictueux? Tout le monde est tenu à ça. Le plus humble fonctionnaire à un guichet est tenu. C'est dans son statut, c'est dans la loi. Par conséquent, si vous dites qu'il faut des moyens supplémentaires, oui, pourquoi pas, bien sûr. Mais n'allez pas dire que ça n'existe pas, parce que ça existe déjà. Donc, si je le mentionne avec tant de force, c'est pour montrer que tout ça, ce sont des apparences. Alors, on propose une autorité qui existe déjà, un parquet financier qui existe déjà, on propose de publier la liste des filiales des banques ça existe déjà, le parquet financier? Mais évidemment, il y en a à Paris, vous n'êtes pas au courant, et il y a plusieurs juges d'instruction. Sous cette forme, oui, d'accord. Là, ils veulent regrouper, en créer une instance spécifique, quoi. Et vous croyez que la réponse aux paradis fiscaux et aux délits de ceux qui trichent, c'est le regroupement administratif des parquets dans le pays? C'est grotesque. Je vois bien que vous vous dépêchez de battre en retraite, parce que aucune personne censée ne défend un truc pareil. Tout ça, c'est un jeu d'apparence. Le président de la République a voulu donner le change et montrer qu'il faisait quelque chose. Voilà. Et donc, le résultat, vous le connaissez comme moi, c'est que nous sommes en train de discuter de quelque chose d'absurde qui ne changera rien à ce que l'on peut déjà observer. Dans la lutte contre la fraude fiscale au niveau européen, le fait que les pays européens s'engagent à échanger automatiquement les informations entre les administrations fiscales, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, c'est quand même un progrès. Attendez qu'il ait tous un dit, deux faits. Parce qu'en Europe, on a l'habitude d'annoncer des choses. Je vais vous rappeler un petit détail. Le G20, le 2 avril... Attendez, il va y avoir un sommet le 22 mai, le sommet européen, et ils vont mettre cette proposition sur la table. Eh bien, très bien. Nous verrons le 22 mai où nous en sommes avec ces gens qui sont habitués à faire des phrases, à ne rien faire derrière, ou à inventer des dispositifs qui ensuite en vident le contenu. Mais enfin, écoutez, là, nous sommes sur une arène mondiale. Ouais. Tout le monde se rappelle du G20 de 2009 ou 2008, juste après la crise, d'accord ? Ils avaient fait une liste, le 2 avril, ils publient une liste de 11 paradis fiscaux dans le monde. Le 9 avril, il n'y avait plus un seul paradis fiscal dans la liste. Donc, de quoi parlons-nous ? Il n'y a pas de paradis fiscal, vous le savez comme moi, puisqu'il y avait une liste et qu'il n'y a plus personne dans la liste. Donc, tout ça, c'est de la foutaise. Et expliquez-moi comment l'Union européenne va s'opposer aux paradis fiscaux. Ça veut donc déjà dire que certains pays vont changer leur législation. Parce que je peux vous annoncer des catastrophes. On est en train de montrer du doigt actuellement Chypre. Chypre, l'État chypriote, comme tous les États, garantissent les dépôts bancaires. Les dépôts, le bilan des banques, le bilan de la banque, c'était 8 fois la richesse totale de Chypre. 8 fois. Donc Chypre ne peut pas payer. Et le Luxembourg, c'est combien ? 21 fois.
Et qui est le président de l'Eurogroupe? Quelqu'un du Luxembourg. C'est-à-dire qu'on a toujours mis le gars qui avait le plus intérêt à ce que personne ne contrôle rien à la tête de l'organisme qui était censé le faire. Après, on s'interrompt pour laisser passer un flash d'information. Oui. On se retrouve tout de suite. Deuxième partie d'International avec notre invité Jean-Luc Mélenchon, donc député européen et co-président du parti de gauche. On parlait de l'Europe, de la situation de Chypre et de Luxembourg. Vous disiez qu'en fait, le Luxembourg avait 3 fois plus, je crois, que l'encours bancaire représentait 3 fois plus que la situation de Chypre. 21 fois la richesse de Luxembourg. Donc vous ne croyez pas que le Luxembourg veuille vraiment mettre de l'ordre dans la question du secret bancaire? Parce que s'il le fait, ça... Bien sûr, si le Luxembourg n'est pas en état de faire face à une fuite des capitaux, des capitaux soudaine, brutale. Bon, ouais. Mais j'ai donné cet exemple pour montrer comment on devait regarder les événements en cessant d'être, amusé par l'événement à l'instant T qu'on présente, alors tout le monde en parle, puis on découpe du reste. L'Europe n'a plus de pilote. Il y a un guide politique, Madame Merkel, mais il n'y a plus de poste de pilotage cohérent. L'affaire chypriote a été gérée en dépit du bon sens, tout le monde en convient aujourd'hui. Et l'affaire grecque également, puisque si la Banque centrale avait prêté directement à l'État grec, ça aurait coûté moins cher que ce que ça coûte jusqu'à présent, et puis on n'aurait pas progressivement créé tous les problèmes secondaires que ça a créé, comme par exemple, vous le savez, Chypre. Puisque Chypre, la crise bancaire vient du fait qu'une partie de la dette a été dévaluée sur le deuxième marché, et ainsi de suite. Et là, nous sommes en face d'une petite coterie de gens qui sont les enfants de la période du néolibéralisme triomphant, M. Barroso, M. Van Rompuy et les autres, et qui sont incapables d'imaginer un autre monde que celui qui se mettrait spontanément en ordre par une dérégulation généralisée. Résultat, la zone euro, l'Union européenne est en récession, et la récession est plus forte dans la zone euro qu'ailleurs. Justement, la France, elle va rester dans l'Union européenne. Elle a pris des engagements vis-à-vis de l'Union européenne de réduire ses déficits. C'est nous l'Union européenne, il faudrait quand même s'en rappeler, on est la deuxième puissance. Oui. Donc il ne faut jamais penser l'Union européenne en dehors de nous. Bon. Deuxième puissance sur 27 pays, donc on n'est pas seul. Comment la France fait pour respecter ses engagements? Est-ce qu'elle doit respecter ses engagements, c'est-à-dire réduire? Ces engagements sont stupides. C'est eux qui provoquent l'austérité. Enfin, maintenant, je veux dire, le débat... Il y a encore quelques mois, j'étais un peu seul avec le Front de gauche à dire ça. Mais maintenant, vous avez je ne sais combien d'économistes, de toutes sortes d'ailleurs, qui disent ceci est une folie. Si vous contractez la dépense publique, par définition, vous ralentissez l'activité économique. Donc, vous augmentez... D'un côté, le chômage, tous les comptes sociaux s'effondrent, c'est des dettes partout. Donc après, on fait encore un tour de vis dans les comptes sociaux, donc on réduit les prestations, donc ça fait encore moins de fonctionnement économique. Et côté État, les recettes fiscales rentrent moins, donc le déficit se creuse, donc il faut emprunter plus. Et vous savez que les banques sont d'un cynisme absolu. Si vous dépensez trop, elles augmentent les taux parce que vous dépensez trop. Si vous faites de l'austérité, elles augmentent les taux parce qu'elles disent que vous n'aurez pas assez de ressources fiscales. Voilà ce que c'est. Le monde fou dans lequel on est. Vous trouvez que le gouvernement français, aujourd'hui, fait de l'austérité ou il fait, comme il dit, du sérieux budgétaire? Ça, c'est pas sérieux de leur part de parler comme ça. C'est de l'austérité. Écoutez, il aura retiré, le gouvernement français actuel, réputé de gauche, a retiré déjà 60 milliards de l'économie réelle. Bon, personne n'a jamais fait ça dans ce pays. Monsieur Fillon a fait 2 plans d'austérité qui arrivaient laborieusement à 17 ou 18 milliards. Bon, là, nous marchons vers 60 milliards. Sur les 5 ans, sur le quinquennat. Non, là, déjà, on en a voté. Mais écoutez, si vous mettez bout à bout les diminutions de dépenses publiques consenties dans le dernier budget, plus, les oubliez pas. Non, mais n'oubliez pas, je veux dire, dépenses nettes, ce qui sortira pas. Et si vous rajoutez le fameux plan compétitivité, qui est une capitulation en rase campagne des solfériniens devant la politique de l'offre, donc c'est baisser le coût du travail, cette baisse-là coûte encore 30 milliards. 10 milliards qu'on prend dans la poche des gens par l'augmentation de la TVA, vous verrez donc la consommation encore baisser en France, et 20 autres milliards qui vont être pris sur les dépenses. Donc c'est bien ce que je suis en train de dire. On en est aux alentours de 60 milliards retirés de l'économie réelle. Si ça, c'est pas de l'austérité, qu'est-ce que c'est l'austérité? Alors qu'est-ce que vous pensez, toujours pour rester dans cette sphère, du vote sur la sécurisation de l'emploi qui a été voté difficilement la nuit dernière au Sénat? Les sénateurs communistes ont quitté la salle parce qu'ils contestaient fortement la procédure adoptée par le gouvernement, le vote bloqué. Qu'est-ce que vous pensez du vote de ce texte et de l'attitude des sénateurs communistes? Alors d'abord, le texte lui-même est une honte. Le gouvernement a tiré dans un traquenard les syndicats ouvriers. C'est ce qu'on appelle l'accord national interprofessionnel. Oui, l'accord MEDEF, c'est le MEDEF qui a écrit le texte, et on n'a pu changer que 2-3 choses. Les différences en face ont quand même pu s'exprimer, c'est un compromis. C'est pas le MEDEF seul qui a signé quand même. Bah écoutez, déjà vous avez la CGT qui n'a pas signé, FO qui n'a pas signé, la FSU qui est contre, Sud aussi, ça fait quand même beaucoup de monde. Quant à la CFDT,
personne ne peut lui jeter excessivement de pierres, parce que peut-être que la CFDT aurait agi autrement et négocié de meilleurs compromis si le gouvernement avait marqué une ligne d'arrêt au MEDEF, ce qui n'a pas été le cas. Donc après, ce dont nous discutons, c'est d'une évaluation que chacun a fait de l'état du désastre. Mais à aucun moment, la CFDT... Vous voulez reprocher à cet accord dont les défenseurs disent qu'il introduit la flexi-sécurité en France? Non, la flexi chantage. Il y a tellement de dispositions très techniques que nous n'aurons pas le temps d'en parler, je n'en prends qu'un. C'est ce qui se passe dans les entreprises. Bon, un employeur d'une grosse entreprise peut venir voir ses ouvriers et leur dire, écoutez, voilà, je vous fais un contrat pour 2 ans. Je vous baisse la paye, je vous augmente les heures de travail, mais je vous garantis que vous garderez votre boulot pendant 2 ans. Et après 2 ans, ah ben ça, je m'engage à rien. Donc, ça, c'est déjà produit en France. C'est l'affaire Conti. Les gens ont accepté la diminution de leur paye et l'augmentation de leur temps de travail. Et au bout d'1 an, tchouk, la boîte a fermé, elle a été vendue. Donc c'est ce que moi j'appelle les accords revolver sur la tempe. Mettez-vous à la place de l'ouvrière ou de l'ouvrier, du salarié. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il signe, il n'a pas le choix. Dire non revient maintenant à quoi? Avant, quand vous disiez non, ça modifiait votre contrat de travail. Pardon, c'est technique, mais on n'avait pas le droit de le faire. Eh bien, la loi change ça. Si vous dites, ben moi je veux pas, eh ben on vous dit au revoir monsieur, au revoir madame. Et vous ne pouvez pas vous défendre. Donc c'est un accord d'une violence de classe absolument incroyable qui donne un argument, et vous verrez que le chômage augmentera plus facilement. Mais ce qui s'est passé sur le plan parlementaire est tout à fait inacceptable. À l'Assemblée nationale, très peu d'arguments ont été entendus, très peu d'amendements sont passés. Au dernier moment, sans que personne s'en aperçoive, après qu'un premier vote ait eu lieu, le ministre Sapin a demandé une 2e lecture où il a enlevé tous les amendements. Donc le texte est arrivé au Sénat, et une fois au Sénat, il est reparti tel qu'il était arrivé à l'Assemblée. Écoutez-moi bien, c'est le moment que choisit le gouvernement au bout de 3 jours pour arrêter la discussion par un vote bloqué. Ce qui m'amuse, assez pas tant que ça, enfin, je suis obligé de le dire, c'est que cette même équipe, les mêmes personnages, Sapin, Ayrault, Hollande, quand M. Fillon avait interrompu par un vote bloqué le débat sur les retraites, avait dit que c'était un coup de force honteux du président de la République et du Premier ministre. La différence, c'est que M. Fillon avait supporté le débat au Sénat pendant 3 semaines. Et les solfériniens, 3 jours. Jean-Luc Mélenchon. C'est positivement honteux. Parce que, alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On défend des amendements, ça ne sert à rien. On participe à une assemblée. Le gouvernement dit il faut aller vite, la situation est grave, il faut aller vite, il faut que ce texte soit voté. C'est l'argument du gouvernement. Mauvaise plaisanterie, ça pouvait bien attendre une semaine de plus. Tout ça, et c'est une manière pour eux. Écoutez, on a quand même vu des choses très rares dans la vie parlementaire. Lorsque le rapport a été présenté à l'Assemblée nationale, les intervenants sont passés, c'est une tradition depuis toujours, c'est pas quelque chose que j'invente. Dans la discussion générale, le rapporteur et le ministre ne répondent pas aux intervenants. Et là, les communistes, le groupe Front de Gauche, fait une déclaration, dit c'est pas possible. Il y a Mme Lienemann aussi du Parti Socialiste. Tous les Verts se sont abstenus. C'est-à-dire que François Hollande et Jean-Marc Ayrault ont fichu une pagaille incroyable et une division incroyable à gauche. Eh bien, le ministre Sapin ne se donne même pas le mal de répondre aux parlementaires du Front de Gauche. Quel mépris. Je vous écoute et à vous entendre, vous êtes vraiment aujourd'hui dans l'opposition au gouvernement, c'est clair. Vous êtes parfois plus virulent, parfois que l'UMP, oui. Contre vous noterez que ce n'est pas sur les mêmes... Il ne faut pas être formel, ce n'est pas sur les mêmes contenus. L'UMP ne reproche pas au gouvernement socialiste d'adopter l'accord du MEDEF, il le vote. Vous êtes clairement dans l'opposition? Alors, dans l'opposition à la politique du gouvernement, ce n'est pas un mystère, c'est une évidence. Mais je dois repréciser, parce qu'il faut toujours le faire, que moi je ne crois pas, je ne dis pas aux Français, on va attendre 2017 pour changer la politique. Si je regarde cette Assemblée nationale, il n'y a pas un député socialiste élu sans les voix Front de Gauche. Il n'y a pas un député Front de Gauche élu sans les voix socialistes ou écologistes. Bien. Donc nous avons la matière première d'une majorité ou d'une autre majorité de gauche. Pour l'instant, le président de la République a choisi de mettre sa majorité avec comme socle central la droite du PS. Donc vous reconnaissez que je propose qu'on passe à la gauche de l'Assemblée. Et donc, je pense que l'élection de 2014, l'élection européenne, devrait nous permettre de faire la démonstration que le Front de Gauche étant devant le Parti Socialiste, c'est de ce côté-là de l'hémicycle que le président de la République... Vous avez l'ambition que le Front de Gauche devienne la force principale, la force motrice de la gauche. Voilà. Vous pensez que le Front de Gauche, l'an prochain, pourrait être devant le Parti Socialiste? Oui. C'est votre objectif pour les municipales et les européennes? Les municipales, c'est un petit peu plus compliqué, vous le savez comme moi. Il faut rappeler qu'il y a des municipales au mois de mars et des européennes au mois de mai. Oui, au mois de mai. Bon, les municipales, c'est souvent Clochemerle-les-Bains, parce qu'il y a plein de paramètres locaux qui ne se laissent pas enfermer dans les caractéristiques nationales. Clochemerle, ça veut dire que vous allez devoir passer aussi des accords avec le Parti communiste, avec le Parti communiste, qui fait partie du Front de Gauche, mais en tant que parti de gauche. Oui, bien sûr. Non, mais le Front de Gauche va avoir des listes autonomes dans un certain nombre de villes. Moi, je suis pour que ce soit partout. Mais attendez, partout est un terme exagéré.
exagérer. Je suis un élu local, moi aussi, je l'ai été autrefois. Bon, je sais ce que c'est. Vous n'avez pas expliqué dans un village de 1000 habitants ou de 500 habitants, on va faire une liste tout seul, on va tout casser. Bon, non, c'est pas sérieux de parler comme ça. Mais je souhaite que dans les grandes métropoles du pays, là où il y a une visibilité et un vote politique, nous ayons des listes autonomes au premier tour. Mais c'est pas là que se joue l'essentiel de la partie. Et pour les européennes, alors ? Là, nous aurons une liste autonome, nous aurons des listes autonomes, puisque vous savez que le président de la République avait d'abord accepté l'idée d'une liste commune pour tout le pays. Il avait cédé ça aux Verts et aux radicaux de gauche, a changé d'avis en disant que sinon, le risque était très grand que nous passions devant eux. Bon. Et donc, il n'a pas hésité à persévérer dans un mode de scrutin que les socialistes avaient condamné dans le passé et que les solfériniens trouvent délicieux aujourd'hui. Et rendez-vous compte que c'est quand même une grande brutalité, parce que le scrutin proportionnel est censé vous donner des sièges à 5%. Mais quand on découpe la France en 8 morceaux, pour avoir un siège, on monte directement à 7 ou à 8. Donc c'est une astuce pour priver les autres de leur représentation. Les socialistes doivent croiser les doigts, parce que partout où ils passeront en dessous du score à 2 chiffres, le piège se refermera sur eux. Et vous avez un objectif chiffré pour les européennes ? Écoutez, on a fait 11 au présidentiel, il faut donc qu'on fasse plus. Plus, en tout cas, plus que les socialistes. Voilà, Puis c'est normal d'être comme ça. Je veux dire, sinon, qu'est-ce que je fais ? Je dois donner un objectif raisonnable, raisonné. Nous sommes en démocratie. La démocratie, c'est les élections. Si nous voulons changer le cours de la politique gouvernementale... Certains disent que vous voulez même délibérément faire imploser la gauche. Mais j'ai pas besoin, c'est Hollande qui l'a fait ça. Jusqu'à Hollande, la gauche était unie. Depuis Hollande, elle est divisée. Jusqu'à Hollande, nous avons voté un contre-budget au Sénat. On arrive cette année, nos camarades du Front de gauche à l'Assemblée au Sénat présentent les éléments du précédent contre-budget, les socialistes votent contre. Et ainsi de suite. C'est pas moi qui ai divisé les Verts des socialistes, c'est eux. C'est François Hollande qui l'a fait. Donc, qui a fait imploser la gauche ? François Hollande et Jean-Marc Ayrault. Pas moi, j'en ai pas les moyens. Par quels moyens voulez-vous que je fasse imploser la gauche ? Ça n'a pas de sens. Mais eux, oui, l'ont fait. Mais en tirant un boulet rouge sur une majorité qui traverse une période difficile, certains disent vous contribuez à affaiblir l'exécutif et la majorité actuelle. J'entends l'argument. Quelle serait l'alternative pour moi ? Me taire ? On l'imagine difficilement. En effet, puis ça n'a pas de sens en démocratie de se taire quand on n'est pas d'accord. C'est au contraire le moment de le dire quand on n'est pas d'accord. Et je n'ai pas l'impression, je vais vous dire franchement, qui affaiblit le plus la gauche ? C'est François Hollande et Jean-Marc Ayrault. Qui donne le plus du grain à moudre à l'extrême droite ? C'est eux, c'est pas moi, je ne suis pas au pouvoir. Et quand je vois le ministre... On l'a vu dans les images, vous avez appelé à voter François Hollande. Mais bien sûr, et je ne... Plusieurs millions de vos électeurs ont voté François Hollande. C'est même eux qui ont fait la décision. Voilà. Sinon, François Hollande n'était pas élu. Mais ce que je dis souvent à ceux qui me disent « Alors, est-ce que tu regrettes ?» Bien sûr que non. L'objectif était de faire battre la politique de M. Sarkozy, pas sa personne. Nous avons battu M. Sarkozy loyalement en pensant qu'on changerait de politique. Imaginez notre surprise et notre colère lorsque nous découvrons que dans un certain nombre de domaines, c'est eux la même chose ou pire. Parce que l'accord MEDEF, c'est pire que les accords compétitivité de M. Sarkozy. Et je suis prêt à le démontrer quand on voudra. Un an après, il y a un sondage aujourd'hui dans le journal du dimanche. François Hollande est à 25% de satisfaits, 74% de mécontents. D'abord, une interprétation. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce sondage ? Et vous faites partie, j'imagine, des mécontents. Ça prouve que j'ai raison, non ? Parce que on m'a expliqué jusqu'à présent que c'était une gestion géniale de la gauche, et moi j'étais une sorte d'irresponsable, un exagéré, etc. J'étais raisonnable, intelligent, performant. Et voilà le résultat. Populiste. Oui, j'ai eu droit à tout, y compris des thèmes qui n'ont aucun sens. Mais qui est le plus populiste entre moi qui dis qu'il faut publier la liste des gens qui fraudent et interdire les succursales dans les filiales, ou le président de la République qui transforme en suspect tout son gouvernement et les deux assemblées ? Franchement, si l'adjectif populiste, au sens de qui flatte les plus bas instincts du peuple, ce que moi je récuse, si quelqu'un le mérite, c'est lui. Parce que c'est pas moi qui ai décidé une chose pareille. Vous êtes populiste dans quel sens alors ? S'il y a un sens positif à donner, moi je ne sais rien. Je suis accusé d'être populiste. Personne n'est capable de dire en quoi consiste le populisme. Je vous renvoie au livre d'Alexandre Dorna, qui est un spécialiste de la question. Il dit le populisme, ça n'existe pas. Il y a une phénoménologie, il appelle ça comme ça, parce que c'est un scientifique. L'histoire qu'il y a des populistes, que ça a existé dans les années 30, ce sont des gens qui font appel... non, il n'y a pas eu de populistes dans les années 30. Il y a eu des fascistes, il y a eu des nazis, ça ne veut rien dire, populiste. C'est-à-dire des gens qui appellent au peuple, qui prétendent ou qui se disent les interprètes des intérêts du peuple. C'est ce que fait tous les partis. Hein. Vous ciblez régulièrement aussi les élites, ce qui est aussi une caractéristique. Non, l'oligarchie, c'est pas pareil. L'oligarchie, les énarques... Vous distribuez un tract là, pour votre manif du 5 mai. Vous parlez des partis de système qui sont de connivence avec le monde de l'argent. Oui, c'est populiste, ça, comme argument. Une déclaration populiste, non, mais attendez, on n'est pas d'accord, mais n'inventons pas des choses qui n'existent pas. Avant-guerre, il n'y avait pas de partis populistes, il y avait des partis fascistes, des partis nazis. Mais quand vous créez la catégorie populiste, ça permet à des gens de mettre dans le même sac les nazis, les fascistes, les communistes et la gauche de du faire PS. les amalgames.
Mais c'est un amalgame qui est destiné à injurier et à fausser le regard. Car quelle est la principale crainte de François Hollande, de Jean-Marc Ayrault et des autres? C'est que des millions de socialistes déçus se disent franchement, c'est l'autre qui avait raison. C'est Mélenchon qui avait raison. Donc comme ils craignent ça comme la peste, il faut à tout prix qu'ils coupent la route. Donc tous les jours, c'est eux qui m'injurient. C'est eux qui ont commencé à dire que j'étais un danger pour la démocratie, pire que Le Pen, et que c'est invraisemblable. J'ai même été accusé une fois d'antisémitisme, ce qui n'est naturellement pas dans mes moyens, ni dans mes intentions. Donc tout est bon pour eux. Les partis de système, ça ressemble beaucoup à l'UMPS, la terminologie qu'employait à une époque M. Le Pen. Écoutez, non, je ne sais pas, je m'en fous, je ne lis pas M. Le Pen et ça ne m'intéresse pas. Ce que je dis, moi, c'est une analyse de la réalité. Si vous ne voyez pas qu'il y a des partis du système, que moi j'ai appelé, pour ne pas dire le système, j'ai appelé ça l'officialisme, c'est-à-dire ce qui est officiel. L'UMP et le PS sont tous les deux braqués, organisés sur la ligne politique correspondant à l'Union européenne, au traité de Lisbonne, au six-pack et au two-pack qui organisent l'austérité. Les deux sont absolument d'accord. C'est pourquoi moi j'ai mis tant d'intérêt à analyser ce qui se passait dans d'autres pays, je pense aux pays de l'Amérique du Sud, parce qu'ils avaient la même situation. Le Parti socialiste du Venezuela et la droite du Venezuela défendaient la même chose. D'ailleurs, ils ont eu un candidat commun contre M. Maduro. Le Parti socialiste du Pérou et le Parti de droite défendaient la même chose. D'ailleurs, ils ont eu un candidat commun. Donc quand je vous dis tout ça, je vous annonce ce qui va se passer. Voilà, je vous annonce ce qui va se passer. Et votre vocabulaire, ce que vous le définissez comme un vocabulaire cru et dru, c'est un vocabulaire qui fait débat au sein du Front de gauche. Vous avez parlé de coup de balai, les communistes ne sont pas vraiment appréciés. Est-ce que pour vous êtes allé trop loin? Non, pas du tout. D'autant que le coup de balai, c'est une expression minimum, vous savez. Bon, après, on lui fait dire ce qu'on veut. Moi, je dis un coup de balai sur le système, j'appelle à la 6ème République, une manifestation à laquelle appelle tout le Front de gauche. Il ne faudrait pas faire croire que c'est ma manifestation. Plus bien d'autres, d'ailleurs, qui appellent, comme Madame Eva Joly, comme Besancenot. Oui, mais enfin, vous n'avez pas la naïveté de croire que je me suis levé un matin en décidant tout seul de proposer une manifestation. Cette manifestation du 5 mai... Mais attendez, je veux rester, parce que le vocabulaire a l'air de beaucoup préoccuper les gens. Donc, à cette occasion de coup de balai, les socialistes et les solfériniens ont dit « Regardez, ça rappelle les années 30 !» Et aussitôt, une certaine presse qui n'a ni culture ni imagination a embrayé dans les années 30, les années 30, les années 30. Ça aussi, s'en prendre à la presse, c'est assez populiste, en fait, c'est classique. Non, c'est d'un grand réalisme. Ouais. Car nous avons besoin d'une presse réellement indépendante qui nous donne des informations et pas qui nous bourre le crâne. Par conséquent, la lutte à mener pour libérer la presse des chaînes de l'argent et du conformisme est une question centrale pour moi. Donc je n'arrêterai jamais. Mais je termine sur ce qui est dit. Quand on fait du coup de balai un soi-disant argument populiste, et que ceux qui m'en accusent sont à ce point ignorants qu'ils ne savent pas que dans les années 30, le mot d'ordre, un bon coup de balai, c'était le mot d'ordre des socialistes. Et puisque vous me parlez des communistes, c'est pas moi, mais le Parti communiste qui a édité cette affiche où l'on voit Lénine balayant le monde, et c'est marqué en russe, un bon coup de balai. Donc il faudrait arrêter de se la jouer au motif de son ignorance. J'ai choisi le mot coup de balai parce que je trouve que c'est le plus simple, le plus drôle, qu'il y a des gens qui viendront avec un balai dans la manifestation, et ça sera drôle, et ça dit qu'on va balayer le système. Voilà, donc vous voulez balayer la 5ème République, pour faire bref, mettre la 6ème à sa place. Comment faut-il faire? Comme j'ai dit une fois, il faut purifier l'atmosphère. Aussitôt, j'ai lu dans un journal, le journal Libération, de purification éthique. Et dans le journal Le Monde, Mélenchon se rêve en purificateur éthique. Jamais je n'ai prononcé ces mots. Qu'est-ce que vous avez Jamais. dit? Il faut purifier l'air ambiant, l'atmosphère. Mais si j'avais dit l'aérer, on m'aurait mis aérateur, j'aurais dit ventiler, ventilateur. Tout ça est grotesque, c'est un procès d'intention qui m'est fait à partir des mots, mais je le comprends et je l'admets. Je l'admets qu'on me fasse la bataille, puisque moi-même je mène une bataille très difficile. Vous savez bien que vous n'allez pas instaurer la 6ème République du jour au lendemain, donc la manifestation... Vous n'en savez rien. Qu'est-ce que vous savez? Vous auriez prévu une semaine avant que M. Ben Ali allait s'écrouler? Donc ce qui veut dire donc quoi? Vous comparez la situation de la France aujourd'hui Bien sûr. à la situation de la Tunisie en 2011. Je compare la situation de la France. C'est sérieux quand même là. Attendez, vous avez le droit de penser ce que vous voulez, mais moi je suis fort d'une expérience politique. Non, mais je parle en termes de régime politique. Sauf si vous voulez vraiment créer de la confusion au lieu d'établir un dialogue. Alors nous allons prendre pour que nous soyons bien d'accord. Non, M. François Hollande n'est pas M. Ben Ali. Vous êtes content? La République... Voilà, vous savez? Très bien. Bon. Mais la kleptocratie qui existait en Tunisie a pris une tournure familiale qui existe aussi en France. En France, il y a une kleptocratie, c'est-à-dire le gouvernement de voleurs. Qui sont les voleurs? C'est ceux qui vont dans les paradis fiscaux. C'est ceux qui organisent la loi pour que personne ne puisse contrôler ceux qui vont dans les paradis fiscaux. Ça, on a le droit de le dire, ou c'est du populisme? Vous généralisez.
Voilà, vous avez raison. Donc, pour ne pas généraliser, ne parlons de rien et acceptons que continue un ordre profondément injuste. C'est pas parce qu'il y a un individu qui est Monsieur Cahuzac. Mais c'est exactement ce que j'essaye de vous dire. Ce n'est pas un individu qui est en cause, c'est un système. Mais peut-être que vous allez réussir à faire la démonstration que non, ce que je dis n'est pas vrai. Non, le pouvoir n'est pas concentré sur une personne. Non, il n'y a pas de hauts fonctionnaires qui circulent entre les banques privées et l'État. Non, il n'y a pas de pantouflage. Non, il n'y a pas des gens qui ont des payes extraordinaires et invraisemblables à la tête d'entreprises qu'ils n'ont pas créées. Ils sont tous malhonnêtes. Mais monsieur, c'est pas le sujet, je ne prétends pas faire la morale comme François Hollande, moi je prétends changer un système pour que les situations de cette sorte n'existent plus. C'est vous qui voulez à tout prix en faire une affaire de personne. Vous m'aviez posé une question il y a un instant. J'essaye de vous répondre. Je dis qu'il y a des formes de systèmes politiques qui sont condamnées à mort. Je vous avais posé une question sur la Ve République. En quoi est-ce que les institutions de la Ve République ne sont plus adaptées à la situation d'aujourd'hui? Eh bien, d'abord, vous voudrez bien vous souvenir qu'elles ont été inventées en 1958 pour répondre au problème de la décolonisation. Bien. À l'époque, il y avait une seule chaîne. Pour que le général de Gaulle accepte de revenir au pouvoir. Non, le général de Gaulle a provoqué son retour au pouvoir et il a bien eu le dernier mot en passant une constitution. C'est une constitution qui était faite pour lui. Oui, mais enfin, le procédé a quand même un certain intérêt. En attendant, cette constitution, dont on nous dit qu'elle est le modèle de stabilité, qui permet à la France de bien vivre, etc., a été modifiée 24 fois. Et seulement 3 fois avec le vote populaire. Et la période récente, nous avons modifié la constitution 1 fois par an. Et le président de la République actuelle a encore l'intention d'y introduire 4 modifications. C'est-à-dire que nous avons un bric-à-brac dont petit à petit nous nous apercevons des conséquences, c'est-à-dire qui cumule l'autoritarisme plus la concentration du pouvoir qui rend l'argent irresponsable. Ne me dites pas que la presse, comme tous les gens politiques, avait compris que l'inversion du calendrier législatif présidentiel donnerait à ce point une tournure présidentielle au régime. Il y a des gens qui l'ont su avant les autres, mais tout le monde ne l'a pas su. Quelle serait la première réforme de la VIe République? C'est la proportionnelle? Bien sûr, mais attendez, pas forcément. Parce qu'il nous reste 3-4 minutes. Donc. Bien. Donc d'abord, ça commencera par une assemblée constituante, comme je l'ai vu faire ailleurs. Cette assemblée constituante sera composée de gens qui ne peuvent pas venir des autres assemblées et qui ne sont plus éligibles après leur travail. Et enfin, elle devra, établir. Alors je vais vous donner que 3 choses. Premièrement, changer, articuler la capacité d'intervention populaire avec la stabilité institutionnelle. Je suis partisan des référendums révocatoires pour toutes les fonctions. C'est-à-dire, si un nombre X de personnes le demandent, on fait un référendum pour évoquer le maire, le président de la République ou la région. Ça, c'est la partie civique, je résume. La partie citoyenneté dans l'entreprise, je suis pour l'extension des droits des salariés parce que l'entreprise est d'abord un collectif humain et ça doit être dans la Constitution. Et le 3e élément, c'est que ça doit être une constitution écologiste, c'est-à-dire qui pose la règle verte. On ne prendra jamais plus que ce que la nature peut reconstituer. Mais ça, c'est la constituante qui va le faire. Ce qui est très important, c'est que le peuple français puisse se refonder lui-même en refondant ses institutions. Car voyez-vous, le peuple français a été profondément déchiré par l'inégalité sociale et puis quand même par 20 ans de xénophobie active et maintenant une espèce de campagne permanente contre les musulmans, ou ça dépend d'ailleurs des moments, contre les uns ou contre les autres. Donc il est temps pour nous de refonder la nation tous ensemble. Il nous reste 2 minutes, peut-être une question sur le Venezuela quand même. Sur le Venezuela. Je ne suis pas l'ambassadeur. Non, mais vous étiez un très proche de Chavez. Oui. Pour quelle raison principale vous avez soutenu le régime d'Hugo Chavez au Venezuela? Parce qu'il rompait avec le consensus de l'officialisme. Là-bas, ça portait même un nom, imaginez-vous, ça ne s'invente pas un truc pareil. La droite et la gauche étaient tombés d'accord sur ce qu'ils appelaient punto fijo, ça veut dire point fixe. On ne sort pas de ce cadre. Et le pays était dans un état de délabrement terrible et avec une pauvreté terrible. Moi, ce que j'ai admiré chez Chavez, c'est 2 choses. Un, l'implication populaire de masse, y compris quand il y a eu un coup d'État contre lui. C'est le mouvement pacifique des pauvres venant le récupérer. Et deuxièmement, il a réduit la pauvreté, on peut dire qu'il l'a quasiment éradiquée, c'est pas fini, mais il l'a quasiment éradiquée. Grâce au pétrole. Le jour où il n'y a plus de pétrole, le système ne fonctionne plus. C'est un système de redistribution. Mais non, mais vous êtes... Le pétrole, donc ça doit servir à acheter des équipes de foot et corrompre des hommes politiques. Je ne sais pas, mais en tout cas... Mais si, vous ne savez pas. Si, vous savez, puisque vous dites, c'est pas bien qu'on donne l'argent du pétrole aux pauvres. À qui faut-il le donner ? Il a redistribué l'argent du pétrole, mais qu'en même temps, il y a des pénuries de gaz, il y a des pénuries d'énergie, il y a l'inflation à 30%, il y a une dette qui... Vous vous rendez compte ? C'est un pays très très pauvre. Non, c'est pas vrai tout ça. Il y a la moitié de la population du Venezuela qui est à l'école. Voilà ce qui est nouveau. Et donc, le Venezuela a investi sur l'éducation, et le Venezuela se prépare donc à l'après-pétrole, parce qu'il développe la seule matière importante, la matière grise. Nous, les Français, nous n'avons pas de pétrole, mais comme vous le savez, nous avons des idées. Plus nous avons un niveau d'éducation élevé, plus nous sommes en état
de nous détacher d'une économie de la rente. Donc, moi j'estime que l'axe stratégique qui a été pris, le développement à marche forcée de l'éducation, en mettant des milliards dans les universités et les écoles, était la bonne chose. Et puis la santé, quoi. Écoutez, regardez une photo, vous êtes des gens qui vous intéressez, vous connaissez l'état du monde, regardez une photo d'une manif chaviste. D'abord, tout le monde est moreno. Ça veut dire bronzé, ça veut dire qu'ils appartiennent à la catégorie des opprimés d'habitude. Vous n'avez personne en guenilles. Il y a des très pauvres encore au Venezuela. Mais la masse des gens n'est plus en guenilles. Elle est sortie de la très grande pauvreté. Ce qui nous pose maintenant des problèmes de deuxième type. C'est que ces gens-là, ils commencent à dire il faudrait que tout ça, ça pèse un peu. Voilà ce que j'ai soutenu. Nicolas Maduro a été élu. De plus juste que Chavez. Et nous aurons beaucoup de mal. C'est la démocratie. Ce que Chavez nous a apporté, c'est qu'on vote. Le socialisme et la démocratie, ça marche ensemble. Merci Jean-Luc Mélenchon. On vous réinvitera pour continuer à vous poser toutes les questions qu'on n'a pas pu vous poser. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous deux. Merci. À dimanche prochain pour un nouveau numéro d'International. Bonne semaine à tous. Au revoir.